dans notre émission quotidienne à la rencontre d'une personne, d'une autorité, d'un responsable, d'un intellectuel, d'un économiste, d'un littéraire, d'une personne pour tout dire. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un grand intellectuel, d'un grand monsieur, qui est cherché, qui est recherché, qui est demandé par la presse, par les consultants, par tout le monde. Ce monsieur, c'est François Durper. Bonjour, Pape. Merci beaucoup, monsieur François Durper. Je vais d'abord commencer par vous présenter, monsieur Durper, si vous me le permettez. Vous êtes né en 1971 à Poitiers, chez Charles Martel. Oui, c'est pas moi qui ai arrêté les Arabes. C'était bien avant ma naissance. Exactement. Et bon, maintenant, je pourrais plus dire que j'ai 25 ans parce que tu as donné mon âge. Merci. C'est dans la Vienne. Vous êtes universitaire et historien et spécialiste des questions d'éducation et de diversité culturelle, c'est ça? Exactement, à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes consultant pour la radio et la télévision, je vous vois très souvent dans les médias français. Oui, particulièrement BFM TV. Je suis consultant sur effectivement les questions américaines principalement. Vous êtes agrégé d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne. Exactement, tout à fait. Ça fait longtemps. Oui. Agrégé d'histoire, nous avons connu Senghor qui était agrégé de grammaire. Bien sûr, c'est le Sénégal est le pays où les intellectuels sont rois. Donc c'est un pays où les intellectuels se sentent bien. Le premier évidemment président qui était le poète Senghor, mais également Cheikh Anta Diop qui n'a pas fait de politique mais qui était très influent néanmoins en politique. Alors on va continuer la présentation, monsieur Durper, si vous le permettez toujours. Vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire sur le rôle des États-Unis, surtout dans la décolonisation. De l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne. En fait, j'ai réfléchi sur les relations entre États-Unis et Afrique subsaharienne dans les années 50, entre 1945 et 1962. Vous êtes aussi maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, depuis oui, quand? Sur les questions, environ 5 ans, sur les questions d'éducation, en sciences de l'éducation. C'est pas terminé. En 2007, vous, avec Olivier Richon, vous faites paraître la première biographie de l'ex-président américain, Barack Obama. Et vous avez été les premiers à dire que Barack Obama serait élu président de la République. Vous l'avez senti comment? Les premiers à pas se tromper, en fait, à dire que c'était possible. Simplement en étudiant, vous savez, quand on étudie précisément ce qui se passe État par État, comté par comté aux États-Unis, il y a beaucoup de statistiques. On permet d'avoir une vision très proche de la réalité. Et c'est un jeu vraiment très amusant de se dire, il va gagner ici dans telle élection primaire, il va gagner là, il peut perdre ici mais récupérer tant de voix dans cet État. Bon, ça permet comme ça de ne pas se tromper. Mais parfois aussi de se tromper. Parce qu'il y a des élections, Donald Trump, on avait senti, j'avais fait une BD notamment où Donald Trump était le président, avant l'élection de Donald Trump, mais enfin la veille des élections, c'était quand même très dur d'anticiper son élection. De 2009 à 2016, vous êtes membre du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Oui, ça c'est le Comité national qui a été créé après la loi Taubira qui reconnaît la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Et cette loi prévoit un comité qui met en œuvre la loi, notamment qui intègre dans les programmes scolaires français la question de l'esclavage et la question de la traite. Et il y a tous les ans d'ailleurs une journée nationale qui est dévolue à cette commémoration de l'esclavage. C'est tous les 10 mai. Il ne s'agit pas de célébrer l'abolition de l'esclavage. Pendant très longtemps, la France a célébré l'abolition, une manière un peu de s'auto-congratuler d'avoir été à l'origine de cette abolition. Non, il s'agit de commémorer la traite et l'esclavage et donc de ne pas occulter que la France est aussi une puissance négrière très importante. Et donc, avant l'abolition, il y a bien l'esclavage et la traite. On va revenir sur ça avec la marche du 23 mai prochain. Et je vais commencer, M. François Durper, après de vous avoir présenté. Vous présentez une nouvelle émission sur la chaîne nationale publique sénégalaise, la RTS.
À savoir, vous êtes le premier Européen, le premier Français à présenter International. C'est quoi cette émission? Alors c'est une émission qui s'appelle Il était une fois l'Afrique et qui est donc une émission de la Radio-Télé Sénégal, de la RTS, donc qui passe sur la RTS 1 juste après le JT tous les lundis. C'est une émission hebdomadaire de 13 minutes où je raconte une journée du continent africain, une journée qui a fait le continent africain. Pour vous dévoiler les premiers sujets, lundi, le premier lundi, ça sera, on commence par Mandela, oui, le jour où il est sorti de prison. La deuxième émission, c'est le mai 68 au Sénégal, hein, le jour où les étudiants sénégalais ont fait trembler le pouvoir si stable du président Senghor. Ça, c'est mai 68. C'est mai 68, exactement. Et puis ensuite, on parle du jour malheureux où Patrice Lumumba a été assassiné. On revient sur l'enquête. On dit aujourd'hui, on sait aujourd'hui qui sont les coupables. Et on explique ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis après, on arrive sur des émissions avec des thématiques plus anciennes. La princesse Zinga, Angola, qui résiste à l'esclavagiste portugais. Et puis évidemment, une émission, c'était obligatoire pour un historien, consacrée à Cheikh Anta Diop, avec ce jour où il révolutionne l'histoire de l'histoire, où il fait rentrer l'Afrique dans les têtes de l'histoire mondiale. Mais ça doit être une grande première, monsieur. Oui, et il faut remercier la RTS d'avoir fait confiance à ce programme. C'est aussi un travail aussi nouveau entre la RTS, une chaîne africaine pour la première fois, avec une production qui est ma boîte de production, qui s'appelle Africa First Media Production, et donc avec un travail de toutes les équipes de la RTS qui, on laissera les téléspectateurs juger, mais qui en tout cas est toujours perfectible évidemment, mais qui on l'espère, va intéresser au-delà du Sénégal pour que ce programme qui est consacré non pas seulement à l'histoire du Sénégal, même s'il y a beaucoup de sujets sénégalais, mais on va parler évidemment de Gorée dans les émissions à venir, de la Casamance, mais évidemment un programme qui est consacré à l'histoire de l'Afrique. Vous savez, il y avait un président, Nicolas Sarkozy pour le citer, oui, qui disait l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. En fait, il voulait dire que lui ne connaissait pas l'histoire de l'Afrique. C'était une réponse à Nicolas Sarkozy. Oui, parce que quand on fait une émission consacrée à l'histoire, vous savez qu'il y a un succès vraiment mondial des programmes dévolus à l'histoire. On voit par exemple en France Secret d'Histoire, enfin des émissions qui sont sur des heures de très très grande écoute, sur des prime time, et qui font des audiences absolument considérables. Et évidemment, on pense que ça peut également intéresser parce que, comme le disait Cheikh Anta Diop, c'est en regardant son passé qu'on arrive à construire le présent et l'avenir. Vous savez que Cheikh Anta Diop était panafricaniste, et donc l'une de ses découvertes, on en connaît beaucoup, l'antériorité de la civilisation africaine, mais également le fait de dire que c'est en prenant conscience à la fois de la diversité évidemment des histoires et des langages d'Afrique, mais également de l'unicité de la civilisation africaine, que le peuple d'Afrique pouvait se projeter vers un avenir commun. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser à de tels concepts, à une telle idée? La lecture, par exemple, de Cheikh Anta Diop, je pense que tous les historiens, et vous disiez une première parce que c'est un Européen qui présente cette histoire, il y a de très très grands historiens sénégalais que l'on connaît évidemment, et qu'on ne manque pas toujours de citer, auxquels on rend hommage, mais qu'on soit noir ou blanc, ou qu'on soit européen, africain, on est tous, en tant qu'historiens, des fils et des filles de Cheikh Anta Diop. Et moi, c'est vrai que je suis un historien européen, mais j'ai plus été influencé par Cheikh Anta Diop que par Michelet, même si j'aime Michelet, que je l'ai lu, parce que Cheikh Anta Diop, il nous apprend une chose fondamentale, c'est le fait que le moteur de l'histoire, c'est la relation entre les sociétés. Contrairement à une lecture un peu simpliste de Cheikh Anta Diop, il ne dit pas tout vient d'Afrique, et il ne passe pas de l'eurocentrisme, qui était le travers antérieur, à l'afrocentrisme. Il dit simplement que la civilisation grecque et gréco-latine est postérieure à la civilisation égyptienne, et que comme la civilisation égyptienne est une civilisation africaine, eh bien la civilisation
gréco-latine, elle est issue, elle doit son génie à la civilisation égyptienne et donc à une civilisation africaine. C'est aussi simple que A plus B, que 2 plus 2 font 4, c'est une vérité chronologique et donc c'est aussi de dire que les sociétés progressent par confrontation mais aussi par enrichissement réciproque. Est-ce à dire qu'aujourd'hui il est temps pour l'Afrique de marquer l'histoire? Mais en fait, l'Afrique a plus que marqué l'histoire. Elle a déjà, l'humanité est née en Afrique. L'humanité est née en Afrique. Les grandes civilisations du royaume du Bénin, au royaume du Ghana, ont marqué l'histoire. Simplement, c'est l'écriture de l'histoire qui a occulté ce rôle historique de l'Afrique. Donc, il ne s'agit pas pour l'Afrique de rentrer dans l'histoire, elle y est déjà. Il s'agit simplement à ceux qui ont voulu occulter la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale, eh bien de reconnaître aujourd'hui une sorte d'équité historique. Et ça, c'est évidemment plus l'affaire de ceux qui ne sont pas africains que de ceux qui sont africains. Par exemple, je sors à la rentrée prochaine une histoire de France, cette fois, qui s'appelle Contre-histoire de France. Alors, contre-histoire ne veut pas dire anti-histoire, veut dire simplement que c'est une autre histoire de France qui dit simplement nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Nos ancêtres, ce sont des gens venus de partout. Alors certes les Celtes, mais aussi les Romains, mais aussi les Francs, qui étaient un peuple germanique. Et puis cette histoire, évidemment, elle s'est enrichie de métissage au cours des siècles. Et évidemment, on ne peut pas faire l'histoire de France sans évoquer, plus qu'évoquer Saint-Louis du Sénégal. On ne peut pas faire l'histoire de France en occultant le fait que la ville de Reims a été libérée par les tirailleurs sénégalais. Le fait est qu'avant Victor Schœlcher, l'homme, dit-on, qui a aboli l'esclavage, il y avait un Martiniquais, Cyril Vicette, qui, 10 ans, 20 ans avant, luttait pour l'abolition de l'esclavage. Le fait est qu'avant la Commune, 1870, il y avait la révolution en Martinique pour l'égalité des terres, pour plus de justice sociale et pour une société véritablement débarrassée des oripeaux de l'esclavagisme. Donc c'est une histoire qui n'est pas une réécriture idéologique, mais parce qu'on voit que quand on fait travailler l'histoire, il y a beaucoup de conservateurs qui disent mais ne touchez pas du tout au récit national. En fait, l'histoire, les faits sont les faits. Et ça, évidemment, personne ne touche aux faits. En revanche, l'interprétation des faits, la manière dont on les hiérarchise, la manière dont on les met en relation, ça, c'est nécessairement le produit d'un intellect. Et donc tous les historiens, quand on ne fait pas beaucoup d'histoire, ben, on peut penser que l'histoire c'est scientifique du début à la fin, mais quand on est véritablement historien, c'était le cas par exemple de Georges Duby, qui utilisait le mot jeu, qui utilisait la première personne du singulier pour faire son histoire, et pourtant il parlait du Moyen-Âge, il savait qu'il y avait une part individuelle et subjective dans l'histoire. Parlons d'histoire toujours et on va en venir à l'esclavage qui est célébré. En fait, il y a une marche le 23 mai prochain ici à Paris au jardin des Tuileries. Il y a une marche qui a été... Oui, tout à fait. Alors vous savez qu'il y a plusieurs dates maintenant liées à l'esclavage. Il y a des dates internationales qui eh bien, parlent de l'esclavage, mais là, et de la nécessité évidemment de faire reculer l'esclavage qui existe encore aujourd'hui. On a vu les images évidemment de ces marchés en Libye, absolument terribles. Mais il y a en France déjà 7 dates. Il y a les dates par département d'outre-mer. Chaque département a sa date. Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Et puis depuis 1983, mais également 2 dates nationales, le 10 mai et puis le 23 mai. Alors c'est lié aussi à la manière dont ce devoir de mémoire se structure. Là par exemple le 23 mai, eh bien, on va commémorer plus particulièrement les victimes de l'esclavage, le souvenir de ces victimes de l'esclavage et montrer que mais il y avait la date du 10 mai aussi très très importante. C'est une date nationale qui fait référence au 10 mai, c'est-à-dire à la loi Taubira dont je parlais tout à l'heure. Toutes ces dates ont leur légitimité dans le calendrier. On peut dire en gros qu'il y a un mois de commémoration qui est le mois de mai autour de cette question de l'esclavage. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui, nous sommes en 2018 alors qu'en France il n'y a pas un musée
de l'esclavage, alors que ça existe aux États-Unis? Alors c'est pas tout à fait exact, il y en a un, sauf qu'il est pas à Paris. Alors il y en a, il y a à Nantes, il y a un peu à Bordeaux, mais à Nantes il y a effectivement un mémorial, et puis il y a aussi un musée, mais il y a également en Guadeloupe un grand musée qui a été inauguré il y a 2 ans, et ce Memorial Act eh bien, a besoin d'aide de l'État. D'ailleurs lors du 27 avril dernier, lorsque le président Emmanuel Macron est allé au Panthéon commémorer cette histoire, et il a rappelé qu'il fallait soutenir le Memorial Act. Mais évidemment ça aurait un sens aussi d'avoir un grand musée au centre de la capitale, un petit peu comme le musée afro-américain à Washington, mais qui est récent, hein, qui a été inauguré par Barack Obama. Donc il a fallu aussi beaucoup d'années pour que ça existe aux États-Unis, alors qu'il y a une communauté afro-américaine très structurée, qui avait œuvré pendant des années pour que ce musée existe. Donc ça se fait pas en un an, mais je suis persuadé qu'un jour il y aura un grand musée. Ce musée, ça doit être surtout un musée articulé aux scolaires, aux élèves, un peu dans la démarche américaine où les musées, c'est pas seulement des lieux où il y a des objets, c'est des lieux qui servent à la pédagogie et à faire en sorte eh bien, que les élèves puissent apprendre cette histoire, et à montrer que cette histoire n'est pas une histoire communautaire, c'est pas une histoire qui concerne uniquement les descendants d'esclaves ou qui concerne uniquement les Africains qui ont vu cette déportation de 25 millions d'hommes, de femmes pendant 4 siècles et d'enfants, mais c'est une histoire commune. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la première... C'est ce qui explique qu'aujourd'hui la mondialisation est si inégale. S'il n'y avait pas eu ces 25 millions de déportés, s'il n'y avait pas eu les pillages de l'Afrique ensuite par la colonisation, aujourd'hui on serait dans une mondialisation beaucoup plus équitable. Cette mondialisation inégale, eh bien, elle est l'héritière des systèmes de domination qui n'ont pas été mis en place sur 5 ans ou 10 ans, mais qui ont été mis en place sur plusieurs siècles, et qui donc évidemment ont produit les inégalités qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes professeur d'histoire et vous êtes agrégé d'histoire, monsieur Durper, mais pourquoi la France ne veut pas introduire des thèmes comme l'esclavage, la colonisation dans les manuels d'études scolaires? Alors là maintenant c'est le cas, parce que la loi Taubira, vous savez, Christiane Taubira, députée de la Guyane, qui se bat pour sa loi en 2001, et du coup elle a imposé ça. Donc maintenant vous ouvrez un manuel scolaire d'un élève français, il y a l'esclavage maintenant dans les programmes scolaires. Donc ça pourrait être encore plus abordé, mais c'est présent. Donc ce qui veut dire que les choses avancent. En fait, effectivement, dans les années 90, ça n'existait pas. Ça vient par la loi, c'est imposé par la loi, mais dans les programmes, alors contrairement à ce que disent certains, il s'agit pas, c'est pas le politique qui décide ce que les enfants doivent apprendre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas au récit de l'histoire. C'est bien les historiens qui font l'histoire. Mais en revanche, la société, par l'intermédiaire de ses députés, peuvent dire, par exemple, que la négation de la Shoah est pénalement répréhensible. Ça, c'est pas touché à l'histoire, parce que c'est un fait historique. L'esclavage, de dire que c'est un crime contre l'humanité, c'est maintenant un fait historique. La loi le dit, mais ne dit pas la manière dont les historiens doivent, et dans quel domaine ils doivent chercher. Vous ne pensez pas que c'est parce que en fait, ces thèmes ne sont pas réellement abordés dans les classes avec les enfants, que ça n'inclut pas dans les manuels d'études, que ce qui se passe aujourd'hui, les problèmes d'intégration des minorités, des enfants venus d'Afrique se posent? Vous ne pensez pas que ça a un peu un corollaire? Je pense qu'il y a une révolution qui n'arrive pas réellement à aboutir, une mutation qui n'arrive pas à aboutir, mais qui quand même est en train d'aboutir, même avec des résistances. La France, effectivement, est en train de commencer à se percevoir comme pluriculturelle, ou alors une culture faite de plusieurs cultures. On ne va pas jouer sur les mots. C'est une nécessité pour que, évidemment, tous les enfants trouvent leur place. Et c'est important pour un enfant dont les parents sont sénégalais de se dire, bah, moi je suis né en France, je suis français, je suis très fier de mes parents sénégalais, je suis très fier d'être sénégalais.
par mes parents, mais je suis aussi français. J'ai été éduqué à l'école française. Et donc de pouvoir vivre dans sa double culture, ça doit être un enrichissement pour lui. Et ça doit être une force pour ces deux pays. Ça doit être une force pour la France d'avoir des enfants, on le voit bien, hein, et pas seulement sur les terrains de foot, des enfants qui font la richesse. Cette intégration est réussie dans le sport, mais dans d'autres domaines aussi. Vous avez des avocats français d'origine sénégalaise, vous avez des journalistes français d'origine sénégalaise, vous avez des professeurs, des collègues qui sont français d'origine sénégalaise. Et puis, pour le Sénégal également, d'avoir une diaspora forte, riche, quelle que soit sa nationalité, mais loyaux par rapport à ses origines, c'est une force absolument spectaculaire. Le pays qui est le plus en mesure de pouvoir s'appuyer sur sa diaspora pour, en quelque sorte, assurer sa richesse. Regardez la Chine. La Chine produit sa puissance en grande partie par la force de ses diasporas. Donc c'est un modèle. Il y a eu d'autres modèles dans l'histoire. Il y a eu le modèle américain qui a produit sa richesse de l'intégration de toutes les diasporas du monde. La capacité pour les États-Unis à être un melting pot, parfois difficile, parfois fondé sur des discriminations et sur la ségrégation, mais bon an, mal an, ce e pluribus unum, ce pays formé de diversité qui arrive à produire finalement une communauté, eh bien c'est une richesse, c'est une force spectaculaire. Regardez les prix Nobel américains, ils arrivent à remporter tous les prix Nobel, et quand vous regardez leur origine, eh bien, vous voyez que les 3/4 d'entre eux sont des gens qui sont issus d'autres pays. Pour l'Afrique, eh bien, on sait que des diasporas très puissantes, notamment le Sénégal, vous avez des diasporas en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, évidemment aux États-Unis et au Canada. Et c'est mon collègue Mamadou Diouf, qui est professeur, qui dirige évidemment le département Afrique de Columbia, je crois, c'est ça. Eh bien, ces Sénégalais de l'extérieur, qui sont aussi des Américains sénégalais, des Français sénégalais, on peut aujourd'hui vivre dans la pluralité de ces identités. Vous savez, évidemment, certains partis, certains dits identitaires, mais on ne peut pas s'arroger le mot identité. Eux, en tout cas, se disent identitaires. Ils veulent être mono-identitaires. Ben, en fait, la force des identités, c'est justement de s'enrichir elles-mêmes. Il ne s'agit pas de faire disparaître. Il faut comprendre aussi l'angoisse de peut-être voir sa culture disparaître. Mais en fait, c'est une angoisse qui est liée à la globalisation, qui est liée à l'ouverture des frontières, à la possibilité d'échanges culturels. Mais en revenant sur l'histoire, ben, ça permet de montrer que les cultures n'ont jamais été figées, n'ont jamais été en vase clos, et qu'elles se sont enrichies. Et ça a fait évoluer des apports de l'autre. Le français est un créole. Ce que Senghor disait, la civilisation de l'universel. Exactement. Et ça veut dire que concrètement, le français est un créole. C'est une langue faite de différentes langues. Le Wolof est un créole. Le Wolof est né de différentes langues. Et donc on a on va mettre sous des cloches ces cultures comme dans des conservatoires. Et il y en a d'ailleurs des identitaires de chaque côté. Des identitaires français, on sait ce qu'ils votent pour dire non, il ne faut absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ce français qui est habillé en boubou? C'est absolument, il a honte de lui, de ses origines, pas du tout. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent nous, notre culture, on doit absolument la préserver de toute possibilité d'invasion extérieure. Il y a ce mouvement, il est on le trouve dans beaucoup de communautés, mais c'est un mouvement, et ça me fait penser à une phrase d'Achille Mbembe, notre collègue camerounais. Achille Mbembe dit il faudrait un moratoire des identités. Un moratoire sur les identités, c'est-à-dire mettre un petit peu la pédale douce sur tous ces discours, surtout quand ils se transforment en du politique. Parce qu'évidemment, tant qu'on est dans la discussion et dans le débat, c'est tout à fait enrichissant, mais quand ça se transforme en des dispositifs politiques, alors là effectivement ça devient plus dangereux, parce que ça peut générer des phénomènes de persécution d'une majorité sur des minorités. Dans un de vos écrits, vous dites que l'Amérique a contribué à la décolonisation des peuples noirs francophones d'Afrique.
En quoi? Alors c'était dans la thèse. Le gouvernement américain, vous savez, est par vocation anticolonialiste, parce que les États-Unis sont une puissance qui s'est libérée de la tutelle coloniale britannique. En revanche, avec la guerre froide, les États-Unis ont mis leurs idées dans leur poche, après la mort de Roosevelt notamment, avec Harry Truman, et donc n'ont pas aidé directement les peuples d'Afrique à se libérer. En revanche, ils l'ont fait de manière indirecte. Et il y a différents acteurs, il n'y a pas uniquement le gouvernement américain, il y a les missionnaires américains, notamment en Afrique centrale, qui ont eu un rôle important, mais il y a aussi le mouvement culturel. Vous voyez, le jazz, par exemple, par l'intermédiaire des consulats américains pendant cette période, les autorités coloniales avaient très très peur, parce que les Sénégalais, les Camerounais, les Togolais allaient au consulat américain, écouter du jazz, il y avait des liens qui se tissaient avec leurs frères et sœurs afro-américains aux États-Unis, et donc il y avait la conscience d'un mouvement d'indépendance de part des Noirs américains qui se battaient pour les droits civiques, pour l'égalité, de l'autre des Africains qui se battaient pour leur indépendance, et les deux se sont aidés. Martin Luther King allant aux cérémonies d'indépendance du Ghana, de la Gold Coast en 1957, et dans le sens inverse, Sékou Touré 1958, dès qu'il a pu devenir président de ce nouveau pays indépendant, la Guinée, premier pays indépendant d'Afrique francophone, eh bien il est allé aux États-Unis et il a demandé à Eisenhower de visiter un État du Sud, catastrophe du président américain qui s'est dit comment je fais, parce que même s'il est président, il n'y a aucun hôtel qui va vouloir recevoir un noir parce qu'il y a encore la ségrégation dans les États du Sud. Donc on a quand même réussi à bricoler un voyage en Caroline du Nord pour Sékou Touré et son épouse, mais ça a quand même aidé à conscientiser, à ouvrir aussi dans les têtes. Quand on a vu passer, il y a notamment un reportage dans Ebony, le magazine afro-américain de l'époque, quand il voit passer cette délégation africaine qui peut effectivement rentrer partout, puis ces policiers blancs qui sont obligés d'avoir tous les égards pour cette délégation africaine, l'arrivée de ces leaders africains, de cette Afrique indépendante aux États-Unis a joué aussi un rôle dans le mouvement des droits civiques américains, alors que pendant très longtemps on l'a occulté. On va entrer dans les relations entre la France et l'Afrique. En 2018, que doivent être les relations entre l'Afrique et la France? Une relation équitable. Ça me fait des années qu'on parle de la fin de la France-Afrique. Est-ce qu'elle est finie, cette relation? La relation entre la France et l'Afrique, elle est, quand il y a un rapport de domination qui est aussi long, et ça c'est l'historien qui parle, on ne peut pas tourner la page en l'espace de 5 ans. C'est impossible, ou de 10 ans, ou de 20 ans. Et il ne suffit pas seulement de dire, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, c'est pas contre lui, mais de dire, moi j'appartiens pas à la génération de ceux qui ont connu la colonisation. Donc la page est tournée, mais il ne s'agit pas de son âge à lui. Il ne s'agit pas de sa participation à lui. Il s'agit de rapports pendant des siècles entre des sociétés. Et donc c'est un effort permanent pour une relation beaucoup plus équitable entre deux pays qui sont des puissances économiques aussi différenciées. Il y a des... si vous voulez, si on ne fait pas l'effort... Aimé Césaire disait l'homme doit aider l'homme, d'autant plus s'il a une responsabilité dans les malheurs de l'autre. Et moi, comme individu, j'ai pas de responsabilité dans le malheur d'aucun Africain, comme individu. En revanche, mon pays, la France, a une responsabilité objective, avérée, reconnue d'ailleurs par l'État, puisqu'on a parlé de cette loi de 2001 de Taubira, a une responsabilité dans la situation actuelle de l'Afrique, a une responsabilité dans la situation actuelle d'Haïti. Haïti ne serait pas le pays le plus malheureux de l'Amérique, non, d'Amérique, si Haïti n'avait pas eu une dette que la France a fait peser sur elle, parce que Haïti, vous savez, vous vous rappelez cette histoire, à la bataille de Vertia en 1803, les Haïtiens refusent le rétablissement de l'esclavage par Napoléon et battent l'armée napoléonienne. Plus de 10 ans avant Waterloo, au moment où il a fallu toutes les armées d'Europe pour battre Napoléon en 1815, eh bien, les Haïtiens
ne voulant pas revenir esclaves, eh bien, eux avaient déjà battu Napoléon. Alors là, je peux vous dire que ça a été totalement occulté. Et c'est encore occulté des manuels scolaires. Et ensuite, Charles X, le roi, après Napoléon, a dit, eh bien, tiens, Haïti est indépendant, très bien, mais il faut qu'il nous paye une dette en dédommagement de ce que les esclaves nous font perdre comme argent n'étant plus leur maître. Et donc une dette pèse sur Haïti pendant une grande partie du 19e siècle. Haïti est passé d'un maître à un autre, la France, puis ensuite les États-Unis au 20e siècle. Et ce pays, pour avoir non pas exigé son indépendance, mais pour avoir pris sa liberté, pour avoir conquis sa liberté, eh bien, en a payé le prix fort. Il n'y a pas de malédiction haïtienne. La situation de malheur d'Haïti n'est pas liée à des séismes ou à des... parce que les mêmes séismes ne provoquent pas les mêmes catastrophes dans des sociétés dans l'environnement d'Haïti. Donc c'est vraiment lié à cette situation économique très difficile et qui est liée à un passé qui finalement n'est pas très ancien. Quand pour un Antillais ou pour un Haïtien, on parle du rétablissement de l'esclavage par Napoléon, on parle d'un grand-père qui est mort 8 générations simplement sépare. Quand vous regardez un arbre chronologique, le grand-père qui est mort parce qu'il n'a pas voulu revenir esclave et vous-même. Donc c'est une histoire chaude, c'est une histoire récente. Le débat qui agite le continent, c'est le problème du franc CFA. Oui, mais alors là, la question, c'est pas... vous savez, dans le monde francophone, on se fait des camps autour de mots, du lexique. Et on se bat autour de pour ou contre. Vous êtes pour le franc CFA ou contre le franc CFA? Alors que c'est pas la question du mot franc CFA. Vous, en tant qu'intellectuel et historien. Mais en fait, c'est pas la question du mot franc CFA, parce qu'on peut changer le mot par un autre mot. C'est la question du rapport systémique, économique entre les puissances, la puissance française et les puissances africaines. Vous pouvez changer franc CFA par un autre mot pour faire plaisir aux militants anti-franc CFA, et vous pouvez conserver un système de domination qui sera le même. Donc l'important, c'est d'arriver à une équité économique, à un rapport de force qui permette de sortir non pas du mot franc CFA, mais du rapport de domination économique. Donc pour vous, selon vous, c'est le système qu'il faut combattre? Il faut combattre tous les systèmes quand ils sont inégaux, quand ils produisent de l'injustice. Après le combat, pour ce qui est du rétablissement d'une égalité économique, ce combat-là, il se fait certes peut-être dans la rue, mais il s'est fait surtout par un développement économique, par une mise à égalité de l'économie, par le développement et par l'enrichissement des sociétés africaines. Donc évidemment, c'est un rapport de force par rapport à des pays qui ne veulent pas nécessairement payer leurs matières premières au prix où il le faudrait, qui évidemment ont un intérêt dans le maintien de leur domination. C'est comme un rapport entre quelqu'un qui veut payer plus ou moins, évidemment un rapport de force. Donc il y a dans la solidarité africaine quelque chose évidemment très importante. Toutes les sociétés aujourd'hui ont besoin les unes des autres pour être plus puissantes. Regardez l'Europe qui est... L'Union européenne est composée de pays très puissants déjà et qui ne se considèrent pas comme assez puissants par rapport au reste du monde et donc qui sont dans une tension permanente pour se solidariser, pour se dire face à Trump, il ne faut pas qu'on soit la France, il ne faut pas qu'on soit l'Allemagne, il faut qu'on soit France plus Allemagne, plus Grande-Bretagne, plus Italie, plus Espagne. Donc ça veut dire que si l'Europe arrive avec ses petits bras tout seul sur un seul pays d'Afrique, et c'est pour ça qu'il faut encourager tous les efforts faits dans le sens d'une solidarité plus grande, d'une union africaine plus poussée, mais tout en étant conscient de la dimension extrêmement récente de cette histoire.
comme l'Union européenne ne s'est pas faite en un jour, l'Union africaine ne peut pas non plus se faire en un jour, l'intégration monétaire, la mise à égalité, le passeport européen, tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer et d'avancer en Afrique. Donc il y a aussi le choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je crois qu'il faut surtout avoir une exigence comme ami d'Afrique, je ne suis pas africain mais comme ami d'Afrique. Là aussi il faut aussi que tous les amis de l'Afrique, c'est peut-être un projet là que j'ai en tête pour les mois à venir, c'est de faire en sorte que les amis d'Afrique partout dans le monde déjà se connaissent et poussent pour se dire nous avons besoin d'une mondialisation plus équitable. Et cette mondialisation plus équitable, elle passe par évidemment la mobilisation de toutes les sociétés africaines, mais aussi par l'aide, pas forcément que des gouvernements, mais en tout cas en aidant les gouvernements à ouvrir les yeux sur cette situation inéquitable. Les amis d'Afrique peuvent faire pression pour, comme ça a été le cas par exemple du Black Caucus, vous vous souvenez, aux États-Unis, qui militait contre l'apartheid. Là, on peut se dire les amis d'Afrique dans les sociétés qui sont peut-être les sociétés européennes ou en Amérique du Nord, ou poussent pour faire en sorte que y ait des partenariats. Regardez par exemple lorsqu'on a des programmes qui sont en menace. Aujourd'hui, Donald Trump est président des États-Unis, donc il y a des menaces sur les projets qui avaient été lancés par l'ancien président Barack Obama, notamment, vous savez, le projet d'électrification, le projet de faire en sorte que 60 millions de foyers puissent rapidement avoir accès à l'électricité. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment mis entre parenthèses, et cette question de l'aide au développement, si on avait vraiment des amis de l'Afrique très puissants aux États-Unis, là il faudrait qu'ils essaient de pousser pour que soit tenue la parole du pays, puisque la parole du pays c'était de faire le maximum pour pousser à cette électrification. Pourquoi Donald Trump ne s'est pas encore rendu en Afrique? C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique? Vous, historien, vous connaissez les États-Unis. Alors, Donald Trump, il y a deux choses. Il y a à la fois l'indifférence importante qui se lie dans le moment très tardif de la nomination de femmes du conseiller Afrique, de bureau Afrique au département d'État. Ça a pris beaucoup de temps, ce qui montre que vraiment dans l'administration Trump, l'urgence n'était pas du tout l'Afrique. Il y a aussi, au-delà de l'indifférence, un mépris qui a été exprimé, vous savez, cette fameuse réunion en janvier avec des sénateurs américains, et puis ce sénateur qui a dit des médias, alors Donald Trump a dit non, je ne l'ai pas dit, ces fameux pays de merde concernant Haïti et des pays d'Afrique. Et là, Donald Trump s'est fendu d'une lettre pour dire, alors pas s'excuser, mais enfin, on ne peut pas s'excuser si on dit que les propos n'ont pas été tenus, mais en tout cas pour dire aux chefs d'État africains le respect des États-Unis, mais également le respect pour les citoyens d'Afrique également. C'était lors de la dernière réunion d'Union africaine. C'était au mi-janvier dernier. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, Donald Trump ne s'est pas rendu sur le continent. On s'en attend, pour l'instant il n'y a pas de programme particulier de visite de prévu, et évidemment on a l'impression que America First, c'est un peu Africa Last dans sa tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que l'Afrique soit... Alors peut-être que dans la dimension de lutte contre le terrorisme, parce qu'il a dit effectivement, quand il a dit nous respectons l'Afrique et les citoyens africains, il en dit nos armées combattent avec vos armées contre les terroristes. Donc on voit bien qu'il y a une dimension très sécuritaire, mais il ne peut pas y avoir que la dimension sécuritaire dans la relation entre États-Unis et Afrique. C'est vrai que c'est en même temps le président qui a été élu par les Américains, alors pas par une majorité d'Américains, mais par les Américains, c'est le système américain qui veut ça. Et effectivement, cette relation, on voit bien que par exemple sur le business, les États-Unis sont très en retard, notamment par rapport à la Chine, mais ça date pas de Donald Trump, c'était déjà le cas à l'époque de Barack Obama, à l'époque de
George W. Bush. Il y avait déjà un différentiel qui était en train, mais qui continue à se creuser avec la Chine. Mais là, la nouveauté et peut-être l'inquiétude de beaucoup d'Africains, c'est cette prise de retard dans l'aide au développement. Et ça, effectivement, c'est peut-être un sujet de préoccupation parce qu'évidemment, l'avenir de l'Afrique ne se fait pas en dehors de l'Afrique, c'est dans le développement de ces sociétés, mais également dans le fait que cette croissance doit être équitable et ça doit être une croissance qui est intégratrice et évidemment pas une Afrique riche avec des Africains pauvres. Aujourd'hui, vous savez, en 1962, il y avait un livre très connu qui s'appelait « L'Afrique noire est mal partie ». Et depuis, on réfléchit tout le temps, tous les 10-20 ans, est-ce que cette Afrique noire est bien partie ou mal partie? Mais c'est un peu voir les choses de manière trop globale. C'est l'évaluation globaliste de l'Afrique, c'est une manière de pas vraiment, soit de s'enfermer dans l'afro-pessimisme, soit de s'enfermer dans l'afro-optimisme, et de voir qu'aujourd'hui, en 2018, il n'y a pas une Afrique. Alors déjà, on met de côté l'Afrique du Nord, qui a des problématiques différentes, mais même pour l'Afrique subsaharienne, il y a des Afriques émergentes, il y a des Afriques beaucoup plus pauvres, et donc il y a des diversités africaines, et donc il y a une grande difficulté à établir un bilan global du continent. C'est très complexe. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que quand on cherche à lire un problème, il faut peut-être regarder d'abord, résumer la spécificité de cette question. L'Afrique, c'est une fécondité de 5 enfants par femme. C'est donc le continent qui, dans les 40 prochaines années, va prendre 1 milliard. C'est donc l'enfance du monde aujourd'hui, et donc ce sont les enfants qui sont la principale question des sociétés africaines. Ça, c'est ni bien ni mal. Enfin, on peut dire que c'est bien quand même parce que ce sont des enfants qui arrivent. Selon Macron, c'est pas bon pour l'Afrique. Bon, en tout cas, c'est une réalité. Après, la fécondité baisse partout. Hein. Oui. Mais la fécondité baissant, de toute façon, les taux de natalité vont continuer à augmenter. C'est très simple. Si vous avez des sociétés jeunes, même si la fécondité baisse, vous avez moins d'enfants par femme, mais comme vous avez plein de femmes de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans qui sont en âge de faire des enfants, les taux de natalité vont continuer à être très importants, même la fécondité baissant. Donc de toute façon, on a des sociétés jeunes et de toute façon, on a 1 milliard d'Africains en plus d'ici 40 ans. Donc la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant? Deux choses. On pense à sa santé. Et on pense à son éducation. Donc les deux problèmes de l'Afrique actuelle, il ne faut pas les chercher plus loin. C'est la santé et l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants, donc il faut penser à la santé et il faut penser à l'éducation. Et après, le reste, ça vient après. Mais les deux piliers, c'est la santé et c'est l'éducation. S'il y a la santé et l'éducation, ensuite l'enfant il va forcément se développer. Donc évidemment, après il y a la question de la croissance inclusive. Mais moi je pense que l'Afrique se développe dans un continent, dans un siècle, pardon, on parle beaucoup du siècle africain, mais qui peut-être ne doit pas regarder du côté de la révolution industrielle passée avec les secteurs agricoles, industriels, les services, mais peut-être penser plus en matière de géographie de l'économie. C'est-à-dire, moi j'ai une phrase qui dit il faut avoir l'économie de sa géographie. C'est-à-dire pas penser forcément en termes d'agriculture, d'industrie, mais penser en termes de quelle économie pour cette partie du Sénégal, quelle économie pour Dakar, quelle économie pour comment on travaille l'économie par rapport à son territoire. Bien sûr, il y a toujours les différents secteurs, mais la question du Sénégal agricole est importante, mais c'est la question du Sénégal rural qui est importante. La question de l'industrie est importante, mais c'est la question du Sénégal urbain qui est importante. Donc ce sont les territoires à penser, à travailler les uns avec les autres, mais je pense que c'est une manière peut-être différente de concevoir le développement en passant par le territoire et pas par une vision sectorielle des choses. On va terminer par cette Afrique, cette jeunesse qui pousse et qui prend les boat people et qui arrive sur les côtes méditerranéennes. L'Europe va continuer à s'enfermer pour vous? En fait, l'Europe, aucun pays et aucun continent n'a
n'a pu jamais réussir à s'enfermer. Et ça, c'est la leçon de l'historien, du démographe. Quand vous avez un différentiel de 1 à 3 ou de plus de 1 à 3 en matière de développement entre deux sociétés, vous pouvez construire les murs les plus hauts du monde. Vous pouvez agrandir la Méditerranée en creusant pour que cette Méditerranée s'agrandisse. Vous ne pourrez pas empêcher des personnes de vouloir changer de pays. Achille Mbembe parle de la dimension de mobilité très importante à penser, très importante à réfléchir aujourd'hui dans nos sociétés. Ça a été travaillé par les chercheurs, regardez, entre Porto Rico et les États-Unis. Quand vous aviez un différentiel de 1 à 3, les portoricains allaient aux États-Unis. Quand Porto Rico se développe et que vous avez un différentiel moins important, eh bien, les portoricains restent à Porto Rico parce que beaucoup de Sénégalais, quand même, aiment vivre à l'endroit où ils sont nés. Même si vous avez des civilisations et des peuples où la mobilité est importante culturellement. Mais on doit avoir la possibilité, mais si c'est un choix, c'est très bien. Si c'est simplement être contraint de bouger pour des raisons économiques, c'est effectivement quelque chose qui ne peut être résolu que par le développement. Donc s'il y a des hommes politiques européens qui veulent mettre fin à l'immigration dans leur pays, le chemin le plus simple, c'est effectivement de lire les historiens, les démographes, qui leur expliquent que le meilleur moyen, c'est de développer les sociétés d'où partent les gens. Et en aidant à développer les sociétés d'où partent des gens, eh bien, il y aura moins de migration. Si ces sociétés ne parviennent pas à se développer, aucun mur ne sera suffisamment haut pour empêcher les gens d'arriver chez eux. On va décontracter un peu pour terminer cet entretien, M. Durper. Calix Bella, vous la connaissez? Oui. Elle dit que vous avez quelque chose d'africain en vous, que vous êtes... Les Africains veulent devenir des Occidentaux, des Français, mais vous êtes Français, vous devez devenir Africain. Elle a raison ou pas? Ah mais tout le monde a envie d'être africain. On est tous déjà africains de notre première d'origine, hein, de Lucie, ça date d'il y a très 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 longtemps. Et oui, j'ai vu récemment ce qu'on peut appeler, je sais pas, une polémique, mais je trouve ça plutôt rigolo. Donc je vais continuer à porter des boubous et à être très très fier de mes relations avec mes amis. Vous aimez le Sénégal, vous êtes amoureux quand vous parlez du Sénégal. Qu'est-ce qui vous lie au Sénégal? Écoutez, je pense que toute personne qui va au Sénégal et qui n'a pas envie d'en repartir ou en part toujours avec la larme à l'œil. Donc en fait, là, encore une fois, c'est pas une singularité. Je ne vois pas beaucoup de gens allant au Sénégal et ne pas avoir envie d'y retourner. Si vous me trouvez quelqu'un capable de me dire je suis allé au Sénégal et franchement je n'y retournerai plus jamais, j'ai été mal accueilli, les gens sont absolument méchants, c'est épouvantable, présentez-moi la personne. Donc je pense pas être particulièrement original. Non, je pense que la plupart des gens qui n'aiment pas le Sénégal sont des gens qui ne sont jamais allés au Sénégal. Alors, la Coupe du Monde arrive, il y a le Sénégal qui est en Russie, il y a la France. Vous supportez quelle équipe? Alors, moi je soutiens le Sénégal, hein, je soutiens également la France, mais je pense alors que le Sénégal a toutes ses chances, notamment avec Sané, hein, parce que Sané est quand même la grande star de Liverpool. Mané. Sadio Mané. Sadio Mané, la finale bientôt contre le Real fait que c'est Sadio Mané que je soutiens. Et donc autrement, je crois que j'aurais jamais la chance d'être un jour, si je demande la nationalité sénégalaise, d'être un jour, je pense qu'on me rappellera que j'ai pas soutenu Sadio Mané et Liverpool. Donc c'est vrai que j'aime bien le Real Madrid, mais là je serais obligé d'être pour Liverpool. Non, je pense que le Sénégal a toutes ses chances. Et notamment parce qu'il tombe dans un groupe qui est très équilibré. Vraiment, il n'y a pas d'épouvantail dans le groupe du Sénégal. Donc je pense quand même que ce premier tour peut être passé.
Donc là, peut-être pour la première fois de l'histoire du pays, aller peut-être loin dans une Coupe du Monde, ça doit être l'objectif. Avec, je pense, je suis pas du tout entraîneur, mais avec une défense de fer, il faut vraiment faire en sorte de rien laisser passer. Et puis ensuite avec Sadio Mané qui nous fait le travail devant, parce que c'est quand même, il plante quand même des buts à un niveau exceptionnel. Donc après, voilà, il faut simplement aussi une part de chance pour aller loin dans une compétition. Et après, s'il y a un match Sénégal-France, on pourra refaire une interview, et là je serai beaucoup plus embarrassé parce que lors du match en 2002 du Sénégal contre la France, j'étais avec des amis mauritaniens et j'avais le maillot du Sénégal. Et oui, et ce 31 mai 2002, j'avais le maillot du Sénégal, et c'était facile pour le Sénégal parce que bon, mon pays, la France, avait gagné la Coupe du Monde précédente. Et donc, bon, c'était le premier match de la Coupe du Monde d'après. Donc, on pouvait se dire, allez, le Sénégal gagne, je serai content, et mon pays, la France, a gagné une Coupe du Monde et peut se qualifier. C'est pas parce qu'elle va perdre contre le Sénégal qu'elle ne sera pas qualifiée. Et je me suis fait démolir par mes amis mauritaniens qui m'ont dit, comment nous on est pour la France et toi tu es pour le Sénégal. Et pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi vous êtes pour la France? Il dit, mais parce que les Sénégalais vont nous en parler pendant un siècle. S'ils gagnent, ils vont nous parler pendant un siècle. Je les ai pas cru, mais finalement c'est la vérité. Et donc on continue à parler de cette victoire, évidemment, et vous savez que ça sera l'objet d'une des émissions de Il était une fois l'Afrique, le jour où les Lions de la Teranga ont terrassé, dévoré avec Eladji Diouf, que depuis évidemment j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer. Et donc on a pu faire une petite vidéo commune pour soutenir les Lions de la Teranga pour la future Coupe du Monde. Et donc voilà, bonne chance aux Lions de la Teranga. Et voilà, voilà, donc il ne faut pas rater cette émission que M. François Dupé va vous présenter sur la RTS 1 à partir de 21h, tout juste après le journal en français. Cette émission est à présent terminée. Technique Mordiou Fall, présentation Pape Fall. Messieurs internautes de CNews TV, CNews.com, nous vous remercions de nous faire confiance et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur notre chaîne. Merci, à très bientôt.